Donc, ce qu'on Bah, appelle en... Oui, pardon. bah, j'arrivais pas trop à comprendre dans quel contexte bah, ça rentrait en jeu. Donc, c'est l'étape cinétiquement déterminante ou cinétiquement limitante. C'est celle qui va imposer sa vitesse à tout le monde. Donc, le principe, hein, quand il y a plusieurs étapes dans un mécanisme, l'étape la plus lente impose sa vitesse à tout le monde. Donc, c'est le principe des entonnoirs. Un petit entonnoir suivi d'un grand entonnoir. Le petit entonnoir impose son débit. Ou c'est le principe aussi dans une chaîne. Vous avez des gens qui se passent des sauts. Eh ben, il y en a un qui travaille un peu moins vite que les autres, qui passe les sauts moins vite. Ben, forcément, la vitesse de tout le monde va progressivement se calquer sur la sienne. L'étape lente va imposer sa vitesse à tout le monde. Donc, Donc en fait, c'est quand on a plusieurs vitesses bah, dans une réaction. quand on a plusieurs étapes qui suivent, alors l'étape la plus lente va imposer sa vitesse. D'accord. Donc, on a ça. Alors, c'était la page 46. Alors, je l'ai pas ouvert aujourd'hui. Alors, si je commence à ouvrir un truc différent, j'ai peur que ça bug. C'était A plus B qui donne I1 plus I2 en une étape lente, puis I1 plus I2 donne C rapidement. Alors, l'étape lente impose sa vitesse, donc je sais que V, c'est forcément V1. D'accord. Ok. Donc, Merci. c'est intéressant. Alors, je vais essayer d'aller voir ça sur un exemple. J'en ai peut-être un quand même dans cette partie-là. Non, je ne l'ai pas là-dedans. On en reprendra dans les exercices. Donc, je vais vous mettre en ligne des exercices à commencer à préparer pour lundi. Et puis lundi, je pense qu'on va faire une séance de TD sur les mécanismes. Parce que là, ça va pas faire de mal de faire une pause sur le cours. On va pas commencer à une nouvelle partie tout de suite. On va d'abord digérer toute la cinétique. Donc lundi, on va faire des exercices sur les mécanismes. Et j'avais une autre petite question sur l'AEQS. Oui. Du coup, quand on nous demande de déterminer l'AEQS, c'est juste la formule avec les réactifs, enfin avec comment c'est les intermédiaires réactifs. Les Non. intermédiaires réactionnels, Ah, réactionnels, pardon, oui. donc créés par une étape lente, détruits par une étape rapide, ne peuvent pas s'accumuler, et la dérivée de leur concentration est toute petite, peut être assimilée à 0, en disant la dérivée de IR par rapport au temps égale la somme des vitesses de formation de cet IR moins la somme des vitesses de destruction de cet IR, ou de consommation de cet IR, à peu près égale à 0. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir écrire. En faisant attention s'il y a des coefficients stoichiométriques. On a vu l'exemple justement dans celui-là, avec le mécanisme en chaîne où il y avait création de 2 CL points, donc il fallait compter 2 fois la vitesse V1, créer une fois par 3 plus V3, détruit une fois par 2 moins V2, et détruit 2 fois par 4, donc moins 2V4. Ok, d'accord. Somme des vitesses de formation moins somme des vitesses de destruction égale 0. Ok, merci. Et moi, monsieur, je comprenais pas trop ce qu'on dit quand on parle de prééquilibre rapide. Enfin, je comprends pas trop ce. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Bah, je vois pas trop. Enfin, je comprends pas trop la. Vous savez que le prééquilibre rapide, vous allez chercher. C'est une étape qui est rapide dans les deux sens et qui fait que on peut utiliser une constante d'équilibre entre le réactif et le. Et souvent, c'est un intermédiaire réactionnel. Hein. Donc, c'était la page 48, 47-48. Donc, page 48, R donne I qui redonne R selon un équilibre rapide, et puis ensuite I donne P. Donc, on parle d'équilibre rapide entre R et I, et quand on regarde la simulation numérique, R il diminue progressivement, I il diminue progressivement, mais le rapport entre les deux, I divisé par R, vaut 1,5 à tout instant. Donc on peut dire qu'il y a un équilibre entre R et I.
parce que le D'accord. rapport de leur concentration est constant. Sauf au début. Sauf au début, parce qu'au début, il n'y a pas de I, il n'y a que du R. Donc ça ne marche pas au tout début. Mais après un petit temps, qu'on appelle souvent une période d'induction, alors le rapport devient constant et on dit qu'il y a équilibre, pré-équilibre, quasi-équilibre entre les deux espèces. C'est pas vraiment un équilibre parce qu'au fur et à mesure du temps, les concentrations varient. Les diminuent et puis augmentent. C'est pas un vrai équilibre chimique. C'est pour ça qu'on dit un quasi-équilibre. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit d'utiliser un rapport constant, donc une constante d'équilibre. Bien que ce ne soit pas tout à fait un vrai équilibre. Merci. Ok, on continue le cours. Donc page 56. Donc hier, on s'était arrêté page 55, je crois, oui, c'est ça, avec une réaction qui formait d'abord des IR, eau en énergie, donc eau en énergie potentielle, et ensuite on bascule vers C, le produit. Donc on peut appeler ça une courbe en dos de chameau avec deux bosses, hein, qui correspondent aux deux complexes activés, ou deux états de transition. Et puis la page suivante, 56, c'est la déformation du dos de chameau selon que l'étape 1 ou l'étape 2, enfin selon qu'il y en a une qui est plutôt inversable ou pas. On va regarder ça en détail. Donc premier cas, K2 est supposé beaucoup plus grand que K-1. Donc lorsqu'on va vers I1 et I2, K1, et une fois qu'on est en I1 et I2, on bascule plus facilement vers C. Et du coup, K-1 est beaucoup plus petit que K2. On va pouvoir négliger K-1. Donc on va pouvoir négliger le sens retour de la première étape. Autrement dit, la première étape devient quasiment non inversable. Donc pourquoi? C'est parce que l'énergie d'activation 2 est beaucoup plus petite que l'énergie d'activation -1. Donc une fois qu'on est arrivé là-haut, il est beaucoup plus facile de basculer, beaucoup plus rapide en fait, de basculer vers C que de revenir en arrière. La barrière est beaucoup plus petite à droite, donc la plupart du temps, I1 plus I2 donne C. Et dans ce cas-là, on peut négliger le sens -1 et considérer que l'étape -1 est non inverse. Et inversement, si le dos de chameau est dissymétrique, mais avec la plus grande bosse à droite, donc la plus grande énergie d'activation, vous formez vos intermédiaires, I1, I2, et une fois qu'on est à I1, I2, eh bien, il est plus difficile de basculer vers C que de revenir au réactif. Alors, dans ce cas-là, le sens -1 n'est pas du tout négligeable, et on se retrouve dans un cas où A plus B est quasiment en équilibre avec I1 plus I2, et de temps en temps, I1 plus I2 donne C. Donc là, ça va être le cas où la première étape est inversable avec une vitesse assez rapide dans les deux sens, donc un quasi-équilibre entre les réactifs et les intermédiaires. Et puis l'étape 2 est lente, grande énergie d'activation. Et donc là, on n'aura pas le droit d'utiliser la EQS en pratique. Par contre, on pourra utiliser éventuellement une constante d'équilibre de l'étape. Donc avec ces trois schémas, page 55-56, ça correspond en fait aux différents mécanismes qu'on avait étudiés page 44 et suivante. On avait mis parfois que l'étape était inversable ou pas, et en fait ça dépend, c'est en lien avec ce profil énergétique et avec les différences d'énergie d'activation. Une grande énergie d'activation correspond à une petite constante de vitesse. Alors d'autant plus que quand vous passez de l'énergie d'activation à la constante de vitesse, c'est la loi d'Arrhenius en bas, vous avez une exponentielle négative. Donc quand l'énergie d'activation augmente beaucoup, la constante varie énormément à cause de l'exponentielle. Une grande énergie d'activation, une toute petite constante. Ça va sur ces schémas?
Oui, ça va. Ok. Oui, c'est bon. J'avais une question. J'avais une question. Oui. Pardon. C'est quoi déjà le complexe activé? Le complexe Parce que vous me activé, rappelez, donc, petite transformée. c'est l'espèce la plus haute en énergie potentielle. C'est une. Alors, on va revenir sur cet exemple, hein. C'est une structure en évolution. C'est une structure où, vous voyez le bas de la page 54. Donc Cl point plus CH4 donne HCl plus CH3 point. Donc Cl point va prendre un hydrogène à CH4 qui va créer une liaison avec un H, en fait, en mettant en commun un électron de chacun. Et puis la liaison CH va se casser. Donc le complexe est activé. Dans ce cas-là, il y a création d'une liaison à gauche et destruction d'une liaison à droite. Donc on peut dire qu'il y a une demi-liaison à gauche, une demi-liaison à droite, quasiment. Et celle-ci est en train de se renforcer à gauche et celle-ci à droite est en train de se détruire. Donc c'est une espèce qui est en train d'évoluer. Donc euh, qu'on ne peut pas observer parce que c'est beaucoup trop rapide, qu'on ne peut pas mettre en évidence, qu'on ne peut pas, on peut pas en faire un spectre RMN par exemple. Il n'y a aucune technique qui soit suffisamment rapide pour l'observer. Elle a une durée de vie quasiment nulle. Contrairement à un intermédiaire réactionnel, un CH3 point, eh bien celui-là, on peut le voir en résonance paramagnétique électronique, il nous donne un signal, il a une certaine durée de vie, alors qu'il doit être très faible, hein, mais on a des techniques de visualisation qui sont suffisamment rapides pour les voir. Donc c'est ça la différence essentielle. Ça va? Je n'ai pas eu de retour. Est-ce que ça va? Oui, merci, pardon. Ok. Alors, quelques applications sur les diagrammes énergétiques, sur les profils énergétiques. Donc, une application, c'est une réaction catalysée. Donc, en cinétique, on parle souvent de catalyse. On verra la semaine prochaine un peu de catalyse enzymatique. Et vous verrez le lien avec le cours de biologie. On va refaire la cinétique michaélienne. Et je vais vous faire la démonstration de la loi de vitesse que je pense que vous n'avez pas démontrée en biologie. Donc, nous, on fera la démonstration en exercice résolu. Donc, qu'est-ce qu'une catalyse? C'est l'accélération d'une réaction par un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qu'on va utiliser en général en très faible quantité. On appelle ça une quantité catalytique. L'opposé de quantité catalytique, c'est quantité stoichiométrique. Donc, quantité catalytique, on n'en prend pas 1 pour 1 ou 2 pour 1, on en prend epsilon pour 1. Donc, 10-5 mol, par exemple, pour 1 mol de réactif. Alors, parfois plus, parfois moins, ça dépend. Et on ne la mettra pas dans l'équation bilan, donc on la mettra au-dessus de la flèche de l'équation bilan. Le catalyseur, la R donne P avec le catalyseur qui sera au-dessus de l'équation de la flèche. Pourquoi on ne le met pas dans l'équation bilan? Parce qu'il est utilisé, mais régénéré, donc restitué intact en fin de réaction. Donc on pourrait le mettre à gauche et à droite, et du coup on peut le simplifier. Et par contre, on le laisse au-dessus de la flèche. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une catalyse d'un point de vue du profil énergétique? Donc, je vous ai mis 100 catalyses en noir, R donne P, en passant par un complexe activé, O en énergie, avec l'énergie d'activation, la barrière d'énergie à sauter, en supposant que l'étape était non inversable, pour simplifier, voilà, hop, R donne P, un seul son. Si je mets un catalyseur, ça va accélérer la réaction par définition. Donc comment? En jouant sur le mécanisme. Et le mécanisme ne sera pas le même. Et donc les constantes de vitesse ne seront pas les mêmes. Donc j'ai supposé un mécanisme tout simple, le réactif se lie au catalyseur pour former un intermédiaire réactionnel. Une IR, c'est en énergie, donc a priori c'est lent. Ça va faire une énergie d'activation assez grande, donc une constante petite, car petite, donc étape lente. Et ensuite, cette IR est détruite en produit plus catalyseur, on régénère le catalyseur. Et ça, a priori, j'ai supposé que c'était rapide, une espèce haute en énergie qui donne quelque chose, ça va se faire facilement. Donc étape lente, étape rapide, on peut remarquer, on a 2 étapes. Qu'est-ce qu'on va dire de la première étape, une lente suivie d'une rapide? Léa?
Une étape lente suivie d'une étape rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'étape lente? Bah, du coup, qu'elle va détruire les intermédiaires réactionnels. Alors, Non. l'étape lente, elle crée l'intermédiaire Oui, elle va réactionnel. les créer et du coup, Mais- l'étape rapide, elle va les détruire. Oui, d'accord, mais c'est pas ça que j'attends de vous. Une Ah. lente suivie d'une rapide. L'étape lente, elle va imposer sa vitesse à l'étape rapide. Voilà. Donc, Ah oui. l'étape lente va imposer sa vitesse à la réaction globale. Ok. Autrement dit, elle est cinétiquement déterminante. Donc, ça, c'est un cas. On voit tout de suite, l'étape lente va imposer sa vitesse. Donc, V égale V1. Ah bah oui, parce que regardez, par définition, V, c'est moins dr sur dt. R, il disparaît une fois dans l'étape 1. Donc, V, c'est V1. Logique. Et V égale V1, l'étape cinétiquement déterminante, c'est 1. Et donc, au passage, si c'est un acte élémentaire bimoléculaire, ça vaut K1 fois R fois 4. Alors, si on veut que ça soit quand même plus efficace que sans catalyse, il faut que l'énergie d'activation soit plus petite que sans catalyse. Donc, l'énergie d'activation EA1 est plus petite que EA0. On arrive à l'IR, et ensuite l'IR donne le produit avec une toute petite énergie d'activation EA2. Vous voyez, EA1 plus grande que EA2, donc 2 est l'étape rapide, 1 l'étape lente. Mais EA1 est plus petite que EA0, donc l'étape lente est plus rapide que sans catalyse. Donc justement, on va comparer. L'énergie d'activation EA1 est plus petite que l'énergie d'activation sans catalyse. On passe avec un moins, ça change le sens de l'inégalité. On passe à l'exponentielle. Donc j'ai mis beaucoup plus grand que, parce que l'exponentielle va accentuer les différences. Et ensuite, je multiplie par le facteur de fréquence. Alors le facteur de fréquence, j'ai aucune idée de ce qu'il vaut. Donc je fais une hypothèse, je suppose qu'ils sont du même ordre de grandeur, que l'on part de R sans catalyse ou de R avec catalyse. Donc ça, c'est un peu osé comme hypothèse, mais bon, comme c'est beaucoup plus grand que, il y a des chances que ça conserve le sens de l'inégalité. Et du coup, finalement, K1 avec catalyse est plus grande que K0 sans catalyse. Autrement dit, la réaction avec catalyse va plus vite, la constante est plus grande, donc la vitesse est plus grande. Donc l'introduction d'un catalyseur modifie le profil énergétique en introduisant des nouvelles espèces, et le but, c'est que l'énergie d'activation avec catalyse, ça soit plus petit que sans catalyse. Ça va? J'ai du mal à comprendre justement ce que vous disiez par rapport à ça. J'ai pas bien compris la question. Enfin, j'ai du mal à comprendre la comparaison à la fin de la page 54. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? De la page 54? 57, pardon. La fin. Bah, mon but, c'est de comprendre pourquoi l'introduction du catalyseur augmente la vitesse. Donc, je regarde l'expression de la vitesse. Dans la vitesse, il y a R, catalyseur, et K1. Le R, bon, que je sois sans catalyse ou avec catalyse, c'est le même. Le catalyseur, il n'y en a pas beaucoup a priori, donc ça a plutôt tendance à faire diminuer la vitesse. Et ça, c'est petit. Mais par contre, K1, si on veut que ce soit plus grand que sans catalyse, c'est-à-dire que K1 est forcément plus grand avec catalyse que K0 sans catalyse. Si K1 est plus grand, c'est que l'énergie d'activation est plus petite. Donc en fait, c'est plutôt dans le sens inverse que je l'ai construit, mon diagramme. Je sais le résultat, je sais que K1 avec catalyse, ça va plus grand, ça va plus vite. C'est la plus grande constante de vitesse. Donc nécessairement, l'énergie d'activation doit être plus petite avec catalyse. Et je l'explique en disant, ah bah, j'ai créé un IR qui est par ici, et le complexe activé pour Ibn est plus bas que sans catalyse. D'accord. Ok, on regarde la suite. Le postulat de Hammond, page 58. Alors, on considère un acte élémentaire très endothermique. Ça veut dire quoi endothermique? Ça veut dire que les produits sont plus hauts en énergie potentielle que les réactifs, nettement plus haut. Donc,
quand on va passer de R à P, l'énergie cinétique du milieu va diminuer, donc la température va diminuer, sauf si vous chauffez pour compenser. Alors, Hammond fait le postulat suivant, il dit on va monter en énergie, c'est déjà difficile. Alors, très certainement, le complexe activé va être proche en énergie et en structure du produit. Il le dit, the activated complex is product-like, ressemble au produit en structure et en énergie. Au lieu d'être beaucoup plus haut. Donc, on pourrait imaginer que le complexe activé soit beaucoup plus haut que le produit, qu'on monte beaucoup pour redescendre, mais ça va être énorme parce que ça, c'est déjà très grand. Donc, il fait l'hypothèse que l'énergie d'activation ne peut pas être aussi grande qu'on veut. Donc, elle va être à peu près égale à delta EP, un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Voilà, c'est son postulat. Donc, on dit que l'état de transition est tardif parce qu'on est proche de l'état final. Le complexe activé ressemble au produit. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'énergie d'activation, je peux l'estimer, du coup, c'est à peu près delta EP. EP de l'énergie du produit, moins EP du réactif. Et ça, on sait les calculer, les énergies potentielles. Ça dépend essentiellement des énergies de dissociation de liaison. Vous regardez quelles sont les liaisons créées, les liaisons formées, et vous êtes capable d'estimer la différence des énergies potentielles. Donc, vous êtes capable de prévoir l'ordre de grandeur de l'énergie d'activation de la réaction. Inversement, si je prends un acte très exothermique, ben en fait, c'est comme si je passais de P à R. Très endothermique vers la droite, donc vers la gauche, c'est très exothermique. Donc finalement, c'est le même graphe, c'est le graphe du dessus, mais que j'ai inversé. Le produit, je l'appelle maintenant R, le réactif, je l'appelle P, et je passe d'un truc très haut en énergie à un truc très bas. Donc un delta EP très négatif, une réaction très exothermique. Alors, du coup, ce qui marchait dans un sens marche dans l'autre. Le complexe activé, il doit ressembler à celui qui est très haut en énergie. Donc, il doit ressembler cette fois-ci au réactif. Reactant-like. Reactant, réactif simplement en anglais. On peut dire aussi l'état de transition est précoce, il ressemble à l'état initial. Et du coup, je peux faire l'hypothèse que l'énergie d'activation, eh bien, elle va être toute petite. Alors là, par contre, je ne peux pas prévoir combien, mais je sais qu'elle est toute petite. Donc, si j'applique ça à une réaction, par exemple, Cl2 donne 2 Cl points, création de deux radicaux. Qu'est-ce que je fais d'un point de vue énergétique? Il faut que je casse une liaison. Donc, il faut que je monte en énergie de 242 kJ par mol, qui est l'énergie de liaison de la liaison chlore-chlore. D'accord? Donc, c'est beaucoup. Donc, on dit que la réaction est très endothermique. Alors, je suis dans le premier cas. Le complexe activé va ressembler au produit, donc va ressembler à 2Cl points. Et l'énergie d'activation vaudra à peu près 242 kJ par mol. Un tout petit peu plus, peut-être 250, 260, quelque chose comme ça. Donc je ne peux pas donner la valeur exacte, mais je sais que ça sera au moins égal à 242 et un tout petit peu plus. Pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est quoi un complexe activé? Ici, c'est deux chlores qui sont quasiment séparés, puisque ça ressemble au produit, ça ressemble à deux chlores points, donc deux radicaux isolés. Donc la liaison est quasiment presque entièrement rompue. C'est un état de transition tardif. Et à l'inverse, si vous prenez la réaction 2Cl point qui donne Cl2, un couplage de deux radicaux, dans ce cas-là, vous allez partir de Cl point et former du Cl2, c'est très exothermique. Et dans ce cas-là, vous pouvez en déduire que l'énergie d'activation, il faudrait partir de 2Cl point, aller au complexe activé, et du coup, la barrière, elle est toute petite. L'énergie d'activation de couplage des deux radicaux va être quasiment nulle. Donc, ce postulat de Hammond est intéressant pour prévoir l'ordre de grandeur d'une énergie d'activation. Est-ce que ça va? Oui.
Oui, ça va. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. Contrôle cinétique ou thermodynamique. Donc, je considère deux réactions en compétition les mêmes réactifs, mais qui peuvent donner deux produits différents. Alors, a priori, les deux étapes, enfin, les deux réactions seront inversables, K1, K-1, K2, K-2. Et je me pose la question, quel produit va être majoritaire? Et la réponse, ça dépend des conditions expérimentales. Ça dépend si vous mettez sous contrôle cinétique. Alors, pour être sous contrôle cinétique, en fait, il faut empêcher le sens retour. Il faut être dans des conditions expérimentales que la vitesse retour est toute petite devant la vitesse aller. V1, V-1 et V-2 sont négligeables. Alors, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus? On peut jouer sur la durée faible. Vous n'attendez pas que l'équilibre s'installe. Vous pouvez diminuer la température. Et astuce expérimentale, vous pouvez enlever P1 et P2 au fur et à mesure qu'ils se forment dans le milieu. Par exemple, ça c'est un alcool A qui donne un alcène et de l'eau, on verra ça, réaction de déshydratation d'un alcool en alcène. Et l'alcène, il est plus volatile que l'alcool, donc vous pouvez l'extraire au fur et à mesure que la réaction a lieu, par distillation, et comme vous l'extrayez, le retour n'est pas possible. Dans ce cas-là, A plus B donne P1, et P1 ne peut pas redonner les réactifs parce que vous l'avez enlevé au fur et à mesure qu'il se forme. Donc on a un certain nombre d'astuces expérimentales comme ça pour se ramener finalement à deux réactions non inversables. Et à ce moment-là, ce calcul, on l'a déjà fait. P1 sur P2, c'est K1 sur K2. Donc ça, on a fait ça dans le chapitre 1, réaction compétitive, ou réaction parallèle. Si vous vous rappelez pas, vous prenez la démo. Donc on s'aperçoit que le rapport des produits égale au rapport des constantes de vitesse. Il faut comparer les constantes de vitesse pour prévoir le produit majoritaire. La réaction est contrôlée par des grandeurs cinétiques, des facteurs cinétiques, donc d'où son appellation. La réaction est sous contrôle cinétique. Alors maintenant, comment comparer les constantes de vitesse? En traçant le profil énergétique. Vous mettez vos réactifs, vous mettez vos produits. Alors ici, je supposais que P1 et P2 avaient la même énergie potentielle. Parfois, on est capable de dire s'il y en a un plus bas ou plus haut. Là je suppose qu'a priori, je ne sais pas trop, ou a priori, il n'y a pas de différence notable. Ils sont à peu près à la même énergie. Mais par contre, pour passer à P1 ou pour passer à P2, j'ai deux chemins réactionnels différents. Donc j'ai deux énergies d'activation différentes. Alors comment les prévoir, ça c'est pas évident, on verra plus tard. Donc là, je suppose que j'ai réussi à prévoir ce profil énergétique avec une énergie d'activation EA1 plus grande que EA2. Donc je compare EA1 plus grand que EA2. Je passe à l'exponentielle négative, donc ça inverse le sens de l'inégalité. Je multiplie par A1 et A2 en supposant qu'ils sont du même ordre de grandeur. Et donc ici, il manque un égal. K1 égale A1 fois exponentielle de moins EA1 sur RT. Et à droite, K2 égale A2 exponentielle moins EA2 sur RT. Donc si EA1 est plus grande, K1 est plus petite que K2. La barrière est plus grande, la constante de vitesse est plus petite. Donc, K2 étant plus grand, P2 sera plus grand que P1. P2 sera formé majoritairement. Le produit majoritaire à l'instant T correspond à la plus grande constante de vitesse, donc à la plus petite énergie d'activation. Donc, on prend un exemple, un exoaldose, par exemple du glucose. Vous savez que le glucose peut se cycliser à 5 ou à 6. Donc, en glucofuranose à 5 ou glucopyranose à 6. Eh bien, on s'aperçoit expérimentalement que la fermeture d'un cycle à 5 est plus rapide qu'un cycle à 6. K5 est plus grande que K6. On dit que le cycle à 5 est le cycle cinétique, alors que le cycle à 6, on verra plus tard, il est plus stable, mais par contre, il se ferme moins vite. Donc ça se cyclise par une réaction qu'on a vue dans les sucres, qui est l'hémiacétalisation, donc la réaction d'un alcool sur une fonction aldéhyde pour donner un hémiacétal. K5 est plus grand que K6, donc si on est
dans des conditions expérimentales où la réaction est sous contrôle cinétique, alors vous allez obtenir majoritairement le cycle qui se ferme le plus vite, donc le cycle A5, donc le furanose. Donc ça sera d'autant plus vrai que la température est basse, que vous n'attendez pas trop longtemps, et éventuellement que, une fois que vous formez les cycles, qui sont enlevés du milieu réactionnel. Donc vous empêchez le retour de se faire. Question? Pas de questions? Bon, alors je continue. Et je change les conditions expérimentales. Donc cette fois-ci, j'attends longtemps. Si j'attends longtemps, je vais atteindre l'équilibre. J'augmente la température. Une augmentation de température augmente les constantes de vitesse, augmente toutes les constantes de vitesse. Donc on atteint plus rapidement l'équilibre. Et je garde bien tous les réactifs et tous les produits dans le même lieu réactionnel. Donc le retour est possible. Donc je me mets dans des conditions où A plus B donne P1 de manière équilibrée et A plus B donne P2 de manière équilibrée. Donc je suppose que l'équilibre est réalisé, l'équilibre est atteint avec des constantes d'équilibre K01, K02. Donc K01, c'est quoi? C'est l'activité du produit sur l'activité des réactifs. Je suppose que par exemple toutes les espèces sont en solution et sont diluées. L'activité, alors dans ce cas-là, c'est la concentration sur C0. Donc la concentration de P1 sur la concentration de A sur la concentration de B, et en toute rigueur, il y a un C0 qui traîne pour l'homogénéité. Hein. Donc ça fait une concentration au carré sur une concentration au carré, constante d'équilibre, n'a pas d'unité. Et K02, c'est la même chose, mais avec P2. Et donc je m'aperçois que si je fais le rapport des deux constantes, K01 sur K02, ah ben, ça fait pas P1 sur P2. P1 sur, à l'équilibre, sur P2 à l'équilibre, égale K01 sur K02. Donc cette fois-ci, le rapport des produits, à la condition que l'équilibre soit atteint, est égal au rapport des constantes d'équilibre. Or, une constante d'équilibre, ce n'est pas une constante de vitesse. C'est une grandeur qu'on appelle thermodynamique. On calcule comment? Par une formule de thermodynamique qu'on verra en deuxième année, qui est exponentielle de moins delta RG0 sur RT. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu en cours de bio, en bioénergétique. Où delta RG0, hein, c'est l'enthalpie libre de la réaction, qu'on calcule à partir de l'enthalpie delta RH0 moins T delta RS0, l'entropie. Donc pour faire simple, K0 est d'autant plus grande que delta RG0 est négatif, et delta RG0 dépend de delta RH0, donc delta RH0 est négatif, et delta RH0, ça dépend de la stabilité du produit. Donc pour faire simple, K0 est d'autant plus grande que le produit est stable. Si le produit est stable, il y en a beaucoup, donc la constante d'équilibre est grande. Donc, prévoir le produit majoritaire à l'équilibre correspond à comparer deux constantes thermodynamiques, donc la réaction est sous contrôle thermodynamique, de grandeur thermodynamique. Quelle sera la plus grande constante? Le produit, celle correspondant au produit le plus stable. Donc, on obtient majoritairement à l'équilibre le produit le plus stable, tel que la constante d'équilibre est la plus grande. Et pas du tout celui qui se forme le plus vite. Donc, on peut avoir des choses complètement différentes de tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de comparer des constantes de vitesse, donc il n'y a pas besoin de comparer des énergies d'activation. Donc le profil énergétique de la réaction, on s'en fiche complètement, on n'a plus besoin de le tracer. Ça ne sert à rien. Il faut juste comparer les constantes d'équilibre. Exemple,
Reprenons l'exoaldose comme le glucose, qui peut se cycliser à 5 et à 6. Et cette fois-ci, je suppose que l'équilibre est atteint. Et je sais qu'un pyranose, un cycle à 6, est plus stable qu'un furanose. Donc, parce que les cycles à 6, de manière générale, sont plus stables que les cycles à 5. Donc, la constante de formation, la constante d'équilibre P du pyranose est plus grande que celle du furanose. Alors, le rapport des concentrations égale le rapport des constantes. Donc là, j'ai mis le furanose en haut. Attention, donc le furanose, c'est la plus petite constante. Donc, le rapport des constantes est plus petit que 1. Donc, le furanose à l'équilibre est plus petit que le pyranose. À l'équilibre, le cycle majoritaire, c'est le cycle à 6. Alors que tout à l'heure, lorsqu'on était sous contrôle cinétique, c'était le cycle à 5 qui se formait le plus vite. Donc, selon les conditions, on peut former majoritairement l'un ou l'autre. Pose question. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend. Oui. D'accord, parce que j'avais aucun retour là, je commençais à m'inquiéter. C'est vendredi soir, quoi. Et ben voilà, le cours de cinétique est fini. Ouais. Assez, ouais, mais 60 pages quand même. Ça prend du temps à écrire. Ça prend quand même du temps à écrire 60 pages. De façon à ce que ça soit lisible et sans trop d'erreurs, n'est-ce pas? Il y en a toujours quelques-unes, mais qui m'échappent. Bon, ça sera fait pour les années qui viennent. J'aurai un tout beau cours. Voilà, donc la semaine prochaine, on va faire des exercices sur ces mécanismes. Il y a pas mal de travail encore là-dessus. Vous aurez une colle donc à faire entre lundi et mercredi soir. Je vous laisse jusqu'à mercredi soir parce que la dernière fois c'était un peu court, visiblement mardi pour certains. Donc on va laisser jusqu'à mercredi soir. Du coup, moi, je me suis entraînée sur Qmax dans les thermodynamiques et je trouve des choses sans trop de rapport avec le cours, je trouve. Par exemple, il y a l'entropie, enfin, il y a plein de choses, je sais pas ce que c'est. Et Alors c'est dans les QCM. attends, tu t'es lancé dans la thermodynamique de chimie ou de physique? Ah, c'est parce que c'est que de la physique, le Qmax? Non, il y a aussi de la chimie, mais tu as été chercher dans quel chapitre? Thermodynamique? Oui, bah la thermodynamique, on n'en a pas encore fait. Bah, c'est dans quoi alors? Ah bah il faudrait aller chercher dans la chimie minérale, cinétique chimique. Ça doit s'appeler comme ça, je crois. Hein. Bah là, je suis dans chimie. Voilà. Ah, il y a cinétique. Oui, il y a un truc qui doit s'appeler cinétique, ouais. Ah, d'accord, merci. Donc thermodynamique, non, c'est normal, vous savez rien faire a priori pour l'instant, à peu près. Monsieur, moi j'aurais une question à poser, c'est pour Anne-Sophie, puisqu'on n'entend pas son micro. En fait, elle se demandait, par exemple, là, pour le diagramme qu'on a fait à la page 59, est-ce que les réactifs A plus B, ils peuvent
ils peuvent avoir une énergie potentielle différente ou c'est toujours la même? Si c'est les mêmes réactifs, ils sont forcément à la même énergie potentielle. Par contre, les produits P1 et P2, si ce sont des espèces différentes, a priori, leur énergie potentielle peut être différente. Là, j'ai fait l'hypothèse qu'ils avaient une énergie potentielle proche, même égale, mais par contre, pour passer à P1 ou à P2, on ne passe pas par le même complexe activé, donc on n'a pas la même énergie d'activation. Mais A plus B, c'est forcément au même niveau. Donc ils ont toujours la même stabilité. Si ce sont les mêmes espèces, ils ont la même stabilité. D'accord, merci. Donc par exemple, si je prends le furanose et pyranose, le pyranose, il est un petit peu plus stable. Donc appelons-le P1. Donc mon P1, il serait plus bas en énergie si c'est le pyranose. Et le furanose, il est un petit peu moins stable. P2, il est un peu plus haut. Et par contre, l'énergie d'activation pour y aller est plus petite. Donc finalement, on va former plus vite le furanose alors qu'il est un peu moins stable. Parce que ce qui compte, c'est sa vitesse de formation. Sa vitesse de formation est plus grande, on le forme plus vite. Et il se trouve qu'il est un peu moins stable. D'accord, merci. Donc toute cette partie postulat de Hammond, contrôle cinétique et thermodynamique, ça nous servira essentiellement en chimie organique un petit peu plus tard, quand on aura des réactions qui ont plusieurs produits possibles et qu'on discutera de la formation justement majoritaire de l'un ou de l'autre. On dira, ah, est-ce qu'on est sous contrôle cinétique? Est-ce qu'on est sous contrôle thermodynamique? Alors si on est sous contrôle cinétique, on va faire un profil énergétique. Est-ce qu'on arrive à tracer le profil énergétique? On compare les énergies d'activation, alors on est capable de prévoir le produit majoritaire. Donc c'est des notions qu'on va beaucoup réutiliser par la suite. Voilà, donc là, vous pouvez poser des questions sur tout le cours de cinétique. Et puis, ce qu'on fera lundi, je pense, je vais vous demander de chercher certains exercices. Et puis lundi, on essaiera de faire une résolution, mais une résolution guidée. Au lieu de vous balancer juste le corrigé, on essaiera de faire ce que vous avez suggéré la dernière fois, c'est-à-dire à quelles questions faut-il se poser. Et puis, j'essaierai de vous proposer une solution progressivement, sans vous donner tout de suite. Ouais, c'est super ça. Merci. Alors, je ne sais pas encore trop techniquement comment je vais faire, mais peut-être l'écrire au format Word au fur et à mesure, par exemple. Je pense que c'est ce que je maîtrise le mieux comme ça. Dans le corrigé du TP, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair? Je peux le regarder peut-être avec vous. Donc là, on est sur le corrigé du TP. Donc, écrire les DE, trouver la réaction, savoir retrouver la constante d'équilibre, savoir écrire la structure de Lewis, repérer AX2, 3, deux voisins, 3 doublés non liants, donc une structure, un environnement bipyramidal à base trigonale ou à base triangulaire. Et puis les doublés non liants se mettent préférentiellement dans le plan équatorial. Donc finalement, les iodes forment une droite. Donc la géométrie est globalement linéaire. Le principe de la spectro, ça on en avait déjà parlé. L'étalonnage et la courbe d'étalonnage, ça on en avait déjà pas mal parlé. Le tableau d'avancement, en faisant attention comment est-ce qu'on calcule la concentration, comme on a fait un mélange de solutions, la concentration ne se conserve pas. La quantité de matière, oui. Donc la quantité de matière de S2O8 de moins, c'est C1V1, c'est ce que vous avez mis. Mais par contre, le volume ayant varié, la concentration est plus petite que la concentration de départ.
Et pareil pour I-. I- en large excès. Donc l'espèce en large excès va très peu varier. Donc I- au cours du temps va être quasiment constant. Donc on peut rentrer ça dans une constante apparente de vitesse et arriver à une expression qui ne fait intervenir que le réactif SDO8-. Puis les trois hypothèses 0, 1, 2, donc les trois intégrations classiques à savoir faire. Et donc en déduire ce qu'on doit tracer pour tester l'ordre. Et ici, avec nos résultats expérimentaux, on peut dire qu'il n'y a pas photo, l'ordre 0 ne marche pas, l'ordre 1 marche bien, très bien même, parce que le R est vraiment exceptionnellement bon, hein, et l'ordre 2 ne marche pas. Alors R, c'est intéressant, mais c'est bien aussi de visualiser les trois graphes, et c'est bien aussi de comparer l'ordonnée à l'origine, comparé à la valeur qu'elle devrait avoir. Donc vous voyez qu'à l'ordre 0, ça ne coïncide pas tout à fait bien. À l'ordre 2, ça ne coïncide pas du tout, du tout. Et à l'ordre 1, alors là, c'est excellent. On obtient moins 6,05 au lieu de moins 6,06. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, de comparer l'ordonnée à l'origine à la valeur attendue. Ça me dit si c'est cohérent. Et en plus, ça me dit un truc, parce que parfois, quand vous faites votre régression linéaire, vous vous trompez dans vos listes, et vous avez parfois vous tracez X en fonction de Y. Vous inversez les listes. Ça arrive assez souvent. Donc, si votre ordonnée à l'origine ne correspond pas, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien tracé le bon Y en fonction du bon X, ou est-ce que je n'ai pas inversé mes listes si j'obtiens un truc pas cohérent? Donc, ça vous évitera pas mal d'erreurs. Donc, l'ordre, c'était 1 par rapport à S2,8 de-. Si on prend l'équation à l'ordre 1, log de R égale log de C0 moins K'-T, donc le coefficient directeur, c'est moins K'. Donc le coefficient directeur, c'est moins K', c'est moins 3,91 10-2, tout K', 3,91 10-2 minutes moins 1. Alors j'ai laissé 3 chiffres, bon, 2 c'est déjà pas mal, mais bon, on peut laisser en mettre éventuellement 3. Et puis le T1,5, à partir de cette loi, en remplaçant un T1,5, on obtient C0 sur 2 de réactif. La moitié de réactif limitant a disparu. Le C0, log de C0 va se simplifier. Et on aura log de 2 sur K', soit à peu près 18 minutes, 17,7 minutes. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont interpellé là-dedans, qui vous ont bloqué? Je vous écoute. Je veux bien que vous reparliez de la loi de Van Hoof. La loi de Van Hoff. Ouais, alors, on va essayer de passer à ça. Alors. Donc là, je suis sur un dossier Word. Hein. Vous voyez? Donc une réaction A plus 2B donne C. La vitesse,